Ce genre de projet, c'est toujours des projets de passion, parce que, comme je disais, un projet qui dure 5 ans, c'est pas économiquement viable. Mais c'est la passion de Jean-Michel Cousteau, ça fait juste 70 ans, en fait, 73 ans qu'il plonge. C'est sans doute le plus ancien plongeur, en fait, sur cette planète. Nous, avec mon frère, ça fait 40 ans qu'on plonge. Et Arnold Schwarzenegger est impliqué dans l'environnement depuis une vingtaine d'années. Et donc, il y a besoin de passion, de toute façon, dans ces cas-là, pour faire un film dont l'objectif est de sauver les océans, de protéger les océans. Et pour ça, d'utiliser le média du cinéma, c'est très important sur des grands écrans comme ça, aussi en 3D. Et grâce à cela, on espère... on veut utiliser, comme vous avez pu voir, ce n'est pas un documentaire où on pointe du doigt des responsables, à part les 2-3 minutes de la fin où il fallait mettre un petit coup sur la tête. 3 minutes de la fin, pour ceux qui ne comprenaient pas l'anglais, c'était un récapitulatif du mauvais état des océans, de la mauvaise façon dont nous traitons les océans et à quel point c'est vraiment, vraiment crucial pour notre futur. Voilà, dans les commentaires qui n'ont pas été traduits, il y avait notamment le fait que le plancton fournit 2 fois plus d'oxygène. Oui, mais je vais juste terminer ma phrase qui était de dire, en fait, le commandant Cousteau disait « on ne protège que ce qu'on aime ». Et le but de ce film, c'est pas de pointer du doigt des responsables, mais de dire, voilà, regardez cette beauté, cette diversité. Quand vous sortez d'ici, vous devez tomber amoureux de l'océan et vous voulez donc le protéger. Et c'est donc tout le programme qu'on met en place a posteriori du film où finalement on va sortir d'ici, on dit mais qu'est-ce que je peux faire moi pour aider l'océan? Donc ça sur le site web on vous le dira. Et avant cela, il y a tout un programme éducatif pour les enfants et les écoles pour leur expliquer ce que c'est l'océan et pourquoi c'est aussi important pour tous, pour nous tous ici, de le protéger ou de le sauver. Parce que sans océan, il n'y a pas de vie sur Terre, pas de végétaux, pas d'animaux et nous encore moins. Si on ne protège pas l'océan, on va tous disparaître et l'océan lui continuera de vivre comme il pourra. Mais pourquoi est-ce que cette famille Montello est tellement passionnée et associée à, on va dire, l'Odyssée Cousteau? On a été baigné dans l'Odyssée Cousteau quand on était plus jeune, mais ici on est vraiment loin du... Je pense que... il n'y en a pas un qui était plongeur de la Calypso? Ah non, pas du tout. Non, non. Nous, on vient de Grenoble, donc de la montagne, donc on plongeait dans les rivières. Non, en fait, je crois que si parmi vous, il y a des plongeurs, ils peuvent comprendre, une fois qu'on est plongeur, qu'on est sous l'eau et qu'on voit ce qui se passe, c'est un monde incroyable, merveilleux. Et je pense que ce genre de film le montre parfaitement. Il y a plein de choses qu'ici, on n'a jamais vues sur un écran. Et même si vous êtes un plongeur acharné, vous aurez du mal à voir ça même dans votre vie. Parce qu'on a eu la chance, évidemment, de passer 1500 heures sous l'eau, à aller un petit peu partout. Et donc, on a des images. Comme dit Jean-Michel, quand il plongeait avec nous, il voit des choses que lui-même n'a jamais vues en 70 ans de plongée. Parce que cette technologie qui permet de prendre des petits animaux qui sont de cette taille-là, c'était pas possible avant, et encore moins en 3D, au ralenti et en très haute définition. Avez-vous plongé avec les caméras pour filmer ce film ? Oui, tout à fait. Oui. Ah oui, en fait, c'est une équipe de famille. Vous êtes un des plongeurs, caméraman. Tout à fait, oui. Olivia, moi, pas caméraman, non. Moi, j'ai pas un assez grand niveau de plongée, mais j'espère que sur le prochain film, je vais être en expédition aussi. Donc, elle vient de nous dire qu'il y aura un prochain film. Quand je parle de passion, c'est vrai que c'est important quand on produit un film de ce type-là aussi, il se passe beaucoup de choses sous l'eau. Et il faut être en permanence. Il y a un réalisateur, en l'occurrence, il y en a 2, puisque Jean-Jacques Montello, mon frère, et Jean-Michel Cousteau étaient les réalisateurs. Il y a un cadreur, c'est-à-dire quelqu'un qui tient la caméra, Gavin McKinney, qui est un cadreur qui a fait de nombreux films, des documentaires IMAX, mais aussi des longs métrages. Il a beaucoup travaillé avec la famille Broccoli sur le James Bond, toutes les images sous-marines. Mais la technologie et le temps qu'il faut pour faire ces images, il faut vraiment des gens qui se connaissent, parce que sous l'eau, il y a une certaine connivence et il faut savoir ce qu'on va faire. Parce qu'en filmer en 2D, on remonte des images, on a toujours quelque chose de bon. Si en 3D, il y a quelque chose qui ne va pas, on regarde des images sur le bateau, et si c'est pas bon, on les jette à la poubelle. Et on est obligé de redescendre tout de suite pour aller essayer de retrouver les animaux, qui évidemment ne sont jamais à l'heure au rendez-vous. Et qui n'ont pas de script.
Comment, Olivia? Non, ce que dit Gavin, donc le caméraman, c'est que les animaux sont assez compliqués à filmer parce que quand on est sur un set avec des acteurs, ils ont un script, ils savent quand ils doivent faire quelque chose, mais là avec des animaux, il faut beaucoup de patience avant d'avoir des prises comme on a ici. Donc pour faire 1h30 de film, on avait combien d'heures d'image pour l'heure et demie qu'on a? Bon, on doit avoir plus de 500 heures d'image pour faire 1h30 de film en fait. Nous avons Mathieu, merci encore Mathieu, et à travers Mathieu, je remercie encore les bénévoles du festival. Mathieu est là avec un micro pour vous, si vous souhaitez poser des questions, réagir. Ah, excusez-moi, c'est beaucoup mieux avec le micro, je vous jure. Et pour l'instant, il y a un monsieur qui l'a en main, mais il va venir vous voir. Je voulais d'abord vous remercier de cette passion partagée. D'ailleurs, à la fin, vous l'avez dit, hein, on partage. Eh bien, nous, on a été touchés. Alors, je dis merci au nom de tous ceux qui, peut-être aujourd'hui, découvrent, disons, le magnifique monde sous-marin. Moi, j'ai fait 400 fois le tour de la planète. Là, j'ai l'impression d'avoir 400 ans grâce à vous. Il m'aurait fallu 400 ans pour ne pas voir tout ça. Donc, merci. Bon. Alors, la seule question que je vous pose, est-ce qu'un jour, vous êtes sortis et vous n'avez rien trouvé, vous êtes rentré bredouille, déçu et dépressif d'être dans un monde merveilleux qui ne vous donnait rien? Je n'ai pas compris la question. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être dans un monde merveilleux qui ne vous donnait rien? Est-ce qu'il y a eu des sorties où vous êtes revenu déçu parce que vous n'avez rien vu? Ah bah tout le temps. Quand vous essayez d'avoir, par exemple, les hammerheads, quand ils arrivent, les requins marteaux, pardon. Requins marteaux. On sait qu'ils viennent à une période, mais on ne sait pas où jour près. On sait qu'à peu près, aux alentours du 15 février, ils sont au Bimini's. Donc il faut être là-bas, il y a un site bien particulier, mais ça peut être à 100 mètres près. Donc ils passent dans un chenal qui peut être un peu plus loin, donc il faut avoir plusieurs bateaux qui soient là éventuellement pour les repérer. Et puis après, vous pouvez passer plusieurs jours et puis il n'y a pas de requins. Et tous ces images-là, c'est beaucoup de patience. La plupart de ces prises de vue, quand il s'agit de prendre ne serait-ce qu'une langouste, comme vous l'avez vu, avec des gros plans aussi près comme ça, et la suivre avec une caméra qui va suivre sous l'eau. Il faut savoir que sous l'eau, on prend des choses toutes petites, et il faut des caméras qui ne bougent pas parce qu'on est en macro. Or, sous l'eau, il y a sans arrêt du courant. Donc il faut arriver à arrimer des caméras, les bloquer sous l'eau. Il faut trouver des méthodes différentes. Mais oui, de manière générale, très souvent, on remonte... ou alors, c'est même pire, c'est qu'on est sous l'eau, et puis il se passe un truc extraordinaire. Pendant qu'on est en train de filmer là, ça se passe ici. D'un seul coup, on se retourne, on dit, et puis hop, il part. Voilà. Et donc, c'est l'animal qu'on a attendu toute la journée. On l'a vu, mais il n'est pas dans la boîte. Alors, merci. Madame ? Je voulais savoir si vous étiez arrivé à apprivoiser un poisson, si vous êtes lié d'amitié, s'il y a eu des moments de frayeur. Oui, bien sûr, on a apprivoisé Jean-Michel Cousteau, ce qui était déjà pas facile. C'est un bon poisson. Mais, non, en fait, la réponse est non. Et d'ailleurs, dans le générique à la fin, on rajoute même qu'aucun des animaux dans le film n'ont été mangés. Ah, c'est vrai, quand on a une belle langouste comme ça. Ouais. Mais non, on n'a jamais. D'abord, de toute façon, on n'aurait pas le temps, hein, puisque dès qu'on. Mais est-ce qu'on pourrait apprivoiser ces poissons? Mais on pourrait certains peut-être, mais à part d'abord, il n'y a aucun de ces poissons qui. Dans l'océan, on a des mammifères. Alors, c'est vrai qu'on a des animaux captifs comme les dauphins. Malheureusement, hein, comme les orques, qu'on peut faire des choses particulières. Mais les poissons, non. Et Jules Mérou? Oui, par contre, il y a le Moi, je l'ai vu, quand j'étais petite. Ce qui se passe, c'est que le commandant Cousteau... Oui, mais les Mérous sont pas... Non, mais c'est Jojo, le Mérou. Mais il y en a beaucoup, en fait, dans certains endroits. On en a vu en Australie. Où le Mérou, les groupers, ou les giant groupers, comme on les appelle là-bas, ce sont des poissons qui sont extrêmement curieux, donc qui viennent vous voir. C'est pour ça qu'ils ont disparu très vite, c'est qu'ils viennent vous voir et les gens avec leur fusil, ils tiraient dessus parce qu'ils étaient curieux. Il y a des animaux comme ça, c'est comme certaines baleines, elles sont curieuses, comme il y a les baleines franches ou
d'autres animaux qui se sont fait, comme le lamantin, ils se sont fait complètement exterminer parce qu'ils étaient curieux. Mais tous ces animaux, même si on pouvait d'ailleurs les apprivoiser, ça ne serait pas une bonne idée. Jojo le Mérou, pour ceux qui ne savent pas, enfin, je pense que c'était dans un des premiers films du commandant Cousteau, et c'était en Méditerranée, hein, je crois qu'à côté des îles du Levant ou un truc comme ça, et il avait une relation avec ce Mérou qui venait à chaque fois le voir. Dans le film, on le voit. Vous l'avez vu dans l'épave, là? Pardon? Dans l'épave, Jean-Michel Cousteau est avec un Mérou à un moment donné. Voilà. Oui, j'ai vu. Mais chaque fois qu'on va sur cette épave, il est là, parce qu'ils sont très territoriaux, ils vivent sur place, en fait. C'est pour ça qu'on retrouve toujours le Mérou. Et une grande frayeur, vous en avez eu? Non plus? Pas dans ce film. Final, hein. On a fait d'autres films où il y a eu d'autres... quand on filmait les requins, qui étaient un peu plus compliqués que celui-ci, mais sur celui-ci, tout va bien. Parce que vous faites beaucoup de films sous-marins, toujours pour la Fondation Cousteau, ou bien... En fait, c'est non, votre nous, métier, alors, notre société produit des films sous-marins de manière indépendante. Cousteau vient travailler avec nous, c'est pour venir... là, sur ce film, il est venu co-réaliser le film. Mais nous avons produit des films IMAX 3D, comme la Géode ou le Futuroscope sur ces grands écrans géants. Et c'est là où on a fait des films qui ont été distribués dans le monde entier sur les plus grands écrans du monde et on a pu transmettre des messages de conservation, de protection pour les requins, les dauphins, les baleines à plus de 20 millions de personnes sur des grands écrans. Pour répondre un petit peu à madame, ça n'était donc pas sur ce film. Votre plus grande peur? Allez. Oui, mais je vais le faire rapidement. Non, la plus grande peur, c'est avec les requins. Quand il y a eu une petite erreur de notre part, on était au milieu de nulle part, à plus de 35 heures du continent dans la mer, dans l'océan Pacifique. Et sur une île, il n'y avait pas d'île, c'était juste des pitons rocheux. Et on filmait des raies manta, qui font partie de la race des requins. Et j'ai voulu aller nager pour aller pouvoir suivre une raie manta. Et en fait, j'étais pas sous l'eau avec une bouteille, mais j'étais en surface. Et là, c'est là où c'est le plus dangereux d'être en surface avec les requins. Et ils m'ont un petit peu confondu. Ils ont fini à une douzaine à me taper dessus, en fait, à me rentrer dedans comme ça, pendant que je nageais le plus rapidement possible sur le bateau. Et vous suiviez une raie manta et les requins sont arrivés, c'est ça? Je suis monté sur le bateau très très rapidement, en fait. Ils n'ont pas eu besoin de me sortir, en fait. Mais le lendemain matin, ils m'ont remis sous l'eau parce que sinon, j'aurais peut-être pas replongé. Il fallait recommencer tout de suite. Hein. J'ai appris, moi, cette histoire de le poisson-lion, lionfish, hein, le poisson-lion qui en fait était un poisson, vous voyez duquel il s'agit dans le film, un poisson avec des espèces d'ailes, des rayures rousses et blanches. À la fin, pratiquement. Et comme s'il avait des plumes, ouais. Hein, vous voyez celui-là? Eh bien, j'ai appris dans ce film donc qu'il est originaire du Pacifique et qu'il a été relâché par accident dans l'Atlantique ou par je ne sais quoi. C'est ça, par accident. Par accident, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un bateau qui a coulé et qu'il était à bord ou... En fait, non. Et que du coup, il a envahi l'Atlantique et où il n'a pas de prédateurs et où lui-même cause des ravages. Enfin, c'est ce que j'ai compris. C'est ça. Vous voulez nous parler de ça un petit peu plus? Parce que... Oui, en fait, on explique... C'est un poisson par accident, c'est quand même gros. Oui, parce qu'en fait, c'est un poisson qui vit dans le Pacifique et qui a là-bas ses propres prédateurs. Et en fait, historiquement, c'est un ouragan en Nouvelle-Orléans et en Floride. Et ce sont des aquariums qui ont été cassés. Et les poissons scorpions, enfin, scorpionfish ou lionfish, ont fini donc dans les Caraïbes, enfin, dans le golfe du Mexique. Et ils sont migrés jusqu'aux Caraïbes. Et depuis, ils n'ont pas de prédateurs locaux. Et donc, ils dévastent les riffs. Les récifs. À tel point qu'aujourd'hui... Les coraux. Oui, les coraux. À tel point qu'aujourd'hui, par exemple aux Bahamas, ils encouragent les chasseurs, les pêcheurs à prendre ces lionfish. Et maintenant, ils sont vendus sur le marché. D'ailleurs, c'est très bon. La dernière fois, on a pu en manger. Mais il faut absolument s'en débarrasser parce que, comme on dit, c'est 30 poissons par heure. Donc ça mange des petits poissons qui, eux, normalement, deviennent des plus gros poissons et qui permettent aux riffs d'être en pleine santé.
Et là, il y a un vrai problème et ils ne savent pas comment faire. Mais faites attention quand même. Hein. Si vous envoyez un que vous voulez le pêcher, c'est quand même un peu dangereux. Alors, oui, apparemment, il est plein d'épines et très il est un peu venimeux quand même. Il faut avoir un peu d'entraînement, je pense. Donc, ça m'a beaucoup frappé parce que moi, en Bretagne, on a un problème avec les frelons asiatiques. Pas accident, mais enfin la même chose, quoi. Pas de prédateurs. Alors, pourtant, l'humain est très très doué pour éliminer les espèces. On est quand même très très bon pour détruire. Mais les espèces qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour ce genre de choses? Parce que c'est pas juste parce qu'on va aller pêcher que les touristes vont aller pêcher des poissons. La nature, de toute façon, on va essayer de l'aider, mais en finale, elle va trouver un nouvel équilibre différent. Ça va changer les équilibres de différents poissons et il va y en avoir qui vont disparaître, d'autres qui vont se développer. Et la nature trouve toujours un équilibre d'une manière ou d'une autre. En ce qui concerne les frelons asiatiques, ce qui est en danger, ce sont les abeilles. Il y a beaucoup d'apiculteurs qui perdent leur ruche complètement, parce que les frelons asiatiques bouffent tout le monde. C'est pareil, on les a amenés par erreur, dans des containers, dans des cartons. Vous parlez d'un nouvel équilibre sans abeilles. Oui, mais c'est ce qui nous pend au nez aujourd'hui. Ouais. Si on ne fait rien et si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, une petite erreur bête d'amener un conteneur avec un frelon asiatique qui se développe très rapidement, ça peut faire des ravages incroyables. C'est comme il y a un papillon qui a été amené dans le sud de l'Espagne qui est en train de bouffer les palmiers. Ça tue les palmiers. Il est remonté aujourd'hui, il est dans le sud de la France. Et à Cannes et à Nice, ils vont être obligés de faire tomber leurs palmiers parce qu'on ne sait pas comment se débarrasser de ce gros papillon qui est très beau par ailleurs, comme le poisson scorpion, il est très beau, mais on ne sait pas comment s'en débarrasser. Ils traitent les palmiers avec des produits chimiques extrêmement dangereux, extrêmement coûteux, mais ça ne suffit pas. Moi, mon frère qui habite dans le sud avait 3 palmiers, ils sont tous morts, il faut même les incinérer. Ouais. Envahis par les chenilles. Non, des gros papillons avec des chenilles. Donc ce sont les chenilles qui font des trous. Rien, quoi. Donc je ne savais pas qu'on avait ça dans l'océan aussi. Bonjour, si l'on en revient, déjà merci pour ce magnifique film. Si l'on en revient un peu à ce film-là, une question très concrète, que va-t-il devenir ensuite? La mission c'est quoi? C'est de le présenter dans différents pays, c'est d'aller frapper aux portes des différentes sociétés. Vous avez un ambassadeur de choix, Monsieur Schwarzenegger, donc j'imagine que le but c'est quand même d'aller le vendre un peu partout. Et deuxième question, y a-t-il des pays où vous sentez que vous êtes moins reçus et où en face de vous, il y a peut-être des personnes moins réceptives? C'est un petit peu plus compliqué de faire passer le bon message. Je ne sais pas. Alors, c'est un film qui est très universel et la manière dont il est fait, il marche aussi bien en Chine, aux États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de distributeurs. Alors l'objectif, premièrement, c'est de le montrer à plus de monde possible, et aux familles, avec beaucoup d'enfants si possible, dans tous les pays du monde. Donc aujourd'hui, on a un gros distributeur en Chine qui va lancer le film en mars avec une connexion importante sur le ministère de l'Éducation nationale chinois. Donc ils veulent utiliser ce film pour faire une grosse sortie sur place. Le film va sortir aussi en Corée du Sud. On était au festival de San Sebastián, donc il va sortir en Espagne, en Angleterre, en Italie, au Benelux. Mais aujourd'hui, on est en train de travailler sur la sortie française ainsi que la sortie américaine, parce que on ne trouve pas aujourd'hui de distributeurs adéquats pour faire le travail nécessaire à sortir un film comme celui-ci. En d'autres termes, un film traditionnel sort sur les écrans. Vous avez pu remarquer qu'il y a beaucoup de films sortent sur les écrans, puis vous dites tiens, je vais aller le voir, puis hop, il n'y est plus. Parce qu'il est resté une semaine. Aujourd'hui, le cinéma a évolué, on ne laisse plus le temps aux films de créer leur bouche à oreille. Donc, ce qu'on a décidé, c'est plutôt qu'un distributeur fasse ce que font les distributeurs habituellement, ils le mettent sur 50 écrans, ils mettent un peu d'argent pour le lancer, et puis si ça marche plus ou moins, en fait, le distributeur gagne de l'argent en général sur les diffusions sur la télévision, la VOD, les Blu-ray, etc. Mais les sorties salles sont des sorties toujours un peu risquées, et il y en a assez peu qui prennent ce genre de risque, surtout ce genre de film-là.
Donc nous sommes en train de monter une équipe de distribution, puisque nous-mêmes avons été distributeurs auparavant, et une équipe de distribution pour lancer le film en France, avec un certain nombre d'associations, et identique aux États-Unis, puisque la fondation, enfin Leonardo DiCaprio et sa fondation sont un soutien du film. Oceana, la plus grande organisation de protection des océans du monde, en fait partie. PADI, Green Cross, Global Green, Earth Together maintenant, qui va travailler avec nous sur la France pour nous aider à lancer le film. Mais pour cela, il y a un gros travail préparatoire. Il faut absolument que on ait autour de nous, en plus des artistes qui vont soutenir le film, une communauté de gens qui va nous aider à sortir ce film et à protéger les océans. D'ailleurs, ceux qui sont ici, si vous allez sur le site du film wondersofthesea3d.com, vous pouvez vous inscrire sur la newsletter et on va essayer avec Earth Together de créer une communauté pour prévendre en fait les billets du film, pour que le jour où on va lancer le film, les salles tout de suite auront déjà du public pour qu'on ait le temps de créer ce bouche à oreille. Si on arrive à faire ça dès les premiers jours, les exploitants, pour eux, leur truc c'est assez simple, hein. Il y a du monde, on garde le film, il n'y a pas de monde, on l'enlève. Donc si on arrive à faire ça, ce film a la capacité, vous l'avez vu, de créer un bouche à oreille important, mais pour ça, il faut qu'on résiste les 2 premières semaines. Et c'est pour ça que... 2 semaines. Oui, vous poser la question. Combien de temps? En réalité, c'est les premiers jours. C'est même le premier jour. Quelquefois, c'est le premier jour. Hein, c'est ce que si on peut remplir déjà les séances comme ça dès le début, les exploitants auront confiance. Et avec les campagnes marketing qu'on va mettre en place sur la France, avec tous nos partenaires, avec Earth Together et les autres, eh bien, on pourra faire ça. Donc, nous cherchons de l'aide parce que c'est une démarche un peu originale. Ça ne s'est jamais fait qu'un film, un long métrage, sorte au cinéma sans un distributeur dit habituel, officiel. On va faire ça d'une manière communautaire et on a besoin de tout le monde. Voilà. Merci. Et est-ce qu'il y a un pays où vous avez plus de mal à le faire passer? La Corée du Nord. Qui réagit mal? Oui, c'est curieux, ça c'est bizarre. L'Iran, la Corée du Nord. Non. En réalité, non, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a présenté le film au consulat du Mexique à Los Angeles il y a un petit mois. Les Mexicains, les Américains du Sud sont complètement fascinés, ils trouvent ça génial, puis alors ils l'expriment comme nous, hein, très latin. Les Italiens, tout ce qui est même, on vient de le vendre en Pologne, donc il y a pas mal de pays parce qu'on ne peut pas s'occuper du monde entier, mais les pays principaux qui sont la France et les États-Unis, là où il y aura le plus de monde, puisque les 5 grands pays dans le monde pour ce genre de film, c'est les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Japon et la Chine. Voilà, donc actuellement on travaille avec un distributeur pour les Allemands et pour les Japonais, mais la France et les US, on a des distributeurs, mais on sait très bien qu'ils ne feront pas ce qui sera nécessaire si on veut vraiment que ce film soit vu par des millions de gens. Mon impression, c'était qu'il y a quand même une grosse partie des destructions des coraux qui sont faites par les plongeurs. Il y a tous les Chinois qui se sont mis à plonger en Asie du Sud-Est, et donc il y a beaucoup de plongeurs qui mettent des coups de palme, qui n'ont pas la technique. Et du coup, je me demande est-ce que vous pouvez me convaincre qu'un film comme ça peut protéger les océans, ou est-ce qu'au contraire, ça peut susciter des vocations à aller plonger encore plus, prendre l'avion, voyager? Je comprends très bien tout ce que... Est-ce que c'est pas contre-productif de montrer des images comme ça et de donner envie aux gens de plonger? Vous voulez dire que vous allez donner envie d'aller plonger, donc plus il y a de plongeurs et plus ils vont abîmer le corail dessous. Alors, j'ai beaucoup plongé aussi un peu partout, même dans des clubs de plongée dans les tropiques et dans le monde. Oui, c'est vrai, il y a des plongeurs et des clubs de plongée qui ne font pas attention. Mais de manière générale, les clubs de plongée, on a fait des plongées comme aux Maldives, les gens sont responsables, les moniteurs sont de plus en plus formés à faire attention à ce que leurs plongeurs ne disent pas « Tiens, je vais prendre un souvenir, je casse un corail », un bout de corail comme ça qui va mettre 30 ans à repousser. Donc il y en a de moins en moins. Le problème de ça, c'est un problème marginal.
c'est un problème local parce que quand vous parlez vous allez sur une île aux Maldives, vous allez avoir 10 sites de plongée, mais tout autour, il y a du corail partout. Donc la partie de ce qui est abîmé, c'est ce que vous allez voir parce que vous allez replonger toujours sur les mêmes sites. Dans les clubs de plongée, vont toujours au même endroit, donc on peut voir qu'il y a des gens qui prennent des trucs. Mais le problème, il est beaucoup plus global. Quand la grande barrière de corail en Australie est en train de blanchir, il y a une énorme partie qui est en train de disparaître. Vous avez vu, il y a un autre animal qui s'appelle comment il s'appelle l'Acancaster. C'est une étoile de mer qui rampe sur le corail, qui fait un peu peur. Extraordinaire, l'étoile de mer à couronne d'épines, hein. C'est ça? Exactement, c'est ça. Et qui est en train d'envahir, vas-y, allez-y, racontez, bien, parce que c'était... En fait, cette étoile de mer, comme vous l'avez vu, elle aspire le corail, donc elle le vide de la matière, de ce que les polypes qui sont à l'intérieur, puisque le corail c'est un exosquelette, hein, le squelette est à l'extérieur, ce qu'on voit qui est dur, c'est comme c'est nos os qui étaient à l'extérieur, et l'animal vivant est à l'intérieur. Elle les aspire par les trous, et le corail devient complètement mort et blanchit, puisqu'il n'y a plus rien dedans. Ces étoiles de mer sont en train de se développer parce qu'on a enlevé les prédateurs principaux. Alors il y en a plusieurs sortes, mais celui qui est le plus connu, c'est le triton. Et le triton, c'est une espèce d'énorme escargot, comme ça, c'est des gros escargots, et comme dit Arnold dans le film, ben peut-être que la raison pour laquelle il n'y a plus de prédateurs, c'est qu'il est sur votre étagère. Parce que c'est devenu parce que les populations locales, et après c'est devenu une vraie industrie, ils les ramassaient pour les vendre aux touristes. Voilà. Mais du coup, avec un film comme ça, en apprenant des choses sur l'impact qu'on peut avoir, nous, en tant que consommateurs, de ne pas acheter justement ces tritons, ça peut avoir un impact immédiat sur les récifs coralliens. Et puis les problèmes... Ça peut, mais ça a. Bien sûr. Voilà, c'est ça qu'on veut faire en fait. Et avec les problèmes de l'océan à certains endroits, c'est aussi le réchauffement climatique, puisque le global warming fait qu'aujourd'hui, la température de l'eau augmente. Parfois on dit oui, mais bon, c'est pas bien grave, il a 2 degrés par-ci. Mais je rappelle toujours aux gens, mais vous, quand vous avez 3 degrés de plus, vous n'êtes pas bien. Hein, quand on a 42 fièvres. Donc c'est pas beaucoup 3 degrés. Donc quand on monte la température doucement, l'océan est capable de résister jusqu'à un certain point. Et après, les colonies de polypes meurent. Pas forcément toutes, donc le corail commence à blanchir. Et parfois, si l'eau redescend en température suffisamment à temps, parce qu'il n'y a pas trop de phénomènes, il y a des phénomènes qui durent plusieurs mois, mais si elle redescend à temps, les colonies peuvent revenir et le corail peut continuer. Mais le réchauffement climatique, c'est notre problème. L'acidification des océans à cause des gaz à effet de serre, c'est un autre problème important. Et puis alors, ce qu'on ne voit pas et qui est terrifiant, c'est la pollution de l'océan, parce que aujourd'hui, l'océan est pollué par quoi en fait? Par tout ce qu'on jette dans l'océan, parce qu'on a jeté à peu près tout dans l'océan depuis toujours. C'est assez rare. C'est pas longtemps qu'on fait des stations d'épuration, des choses comme ça. Puis il y a des pays qui en ont pas. Hein. Je veux dire, on jette tous les produits chimiques, tous les produits de l'agriculture, les engrais, tout ça, ça part là-bas. Les antibiotiques que vous prenez, ils se retrouvent là-bas. Tout se retrouve dans l'océan. Il fut un temps où on jetait des barils de déchets nucléaires à la mer. Oui, mais ceux-là, on les enfermait dans du ciment, on les mettait au fond. Non, on les jetait parce qu'il y a eu un moment où on jetait juste des barils, on considérait. On jette tout. Donc, et vous avez vu à un moment donné dans le film, parce que c'est une des images intéressantes, c'est que vous voyez la Terre, quand vous enlevez l'eau, toute l'eau qui représente sur la Terre, vous voyez, quand vous avez... C'est à l'échelle d'une pomme, c'est même pas une cerise. D'accord. Le monsieur qui vient de sortir est Jérôme Benveniste, qui est océanographe et qui travaille pour l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Il nous a fait une présentation de tout ça, c'est-à-dire de tous ces travaux qui sont faits par l'Agence spatiale européenne, lui en tant qu'océanographe, et il nous a montré une photo comme ça, une représentation de la Terre, de l'eau qu'il y a sur Terre, de l'eau douce et de l'eau accessible. Et c'est la même. Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous avez vu la taille. Parce qu'on dit toujours que l'océan recouvre 70% de la planète, ce qui est vrai en surface. Mais on ne fait jamais le diagramme en montrant que ça représente quoi comme eau. Parce que si vous prenez une pomme, l'épaisseur d'eau qu'il y a sur la Terre, c'est la peau de la pomme. C'est rien du tout.
Et l'air, l'atmosphère, c'est pareil. Donc quand vous voyez la petite goutte qu'on voit dans le film, c'était l'eau douce. Et l'eau potable, on ne l'a pas montrée parce qu'elle est trop petite, on ne la verrait pas sur l'écran. Donc vous pouvez imaginer comme c'est facile de polluer une petite boule comme ça. Quand on pense de pollution, on croyait qu'on polluait toute la planète. Non, l'eau, c'est rien du tout. Et l'air, c'est pareil. Donc quand on pollue l'air, quand on pollue l'eau, ça va très vite. Et je pense que c'est ce genre de diagramme qu'on devrait montrer à tout le monde parce que c'est quelque chose de très très visuel. Quand on vous dit que c'est l'océan qui génère 50% de l'oxygène, donc chaque fois qu'on respire, une fois sur deux, merci l'océan. Ben ça, sont des facteurs très importants. L'océan génère beaucoup plus d'oxygène grâce à la photosynthèse que la forêt amazonienne. C'est aussi le plus gros absorbeur de CO2, plus que la forêt amazonienne qui, de toute façon, est en train de partir en fumée. Hein, voilà. En soja. Voilà, exactement. En soja. Et en viande. Oui, pour la viande. Hein. Est-ce qu'on parle du 8e continent ? Non, Olivier ne veut pas qu'on parle du 8e continent. Vous savez de quoi à quoi je pense ? J'aurais voulu rebondir sur les coraux. Oui. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir en partie répondu à la question que je voulais poser sur le blanchiment des coraux. Alors par contre, j'ai entendu qu'également, il y avait une culture pour faire revivre certains coraux. Donc une ferme de culture sous-marine dans certains pays pour justement redonner justement la vie à ces coraux. Oui, qu'en est-il ? Est-ce que vous avez des... Oui, en fait, il y a... En Australie, beaucoup, je crois. Oui, en réalité, ça a commencé de manière expérimentale. Alors, je ne suis pas sûr exactement de ce que je dis, mais c'est à l'aquarium de Monaco, où en fait, ils ont cultivé des coraux. Et d'ailleurs, le gros cylindre central, là, ce sont des coraux qu'ils ont cultivés eux. Nous, on a vu des endroits où ils cultivaient du corail à Tahiti. Donc, il y a des expériences qui font ça. Mais le problème, c'est que ça pousse très, très lentement et que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'aquariums. J'étais à La Rochelle l'autre jour où ils ont aussi de ce genre de corail. Ça reste un peu... Mais par contre, ça montre que c'est possible de ramener de faire des cultures et après de les réintégrer dans des récifs qui existaient déjà. Ils le font dans des endroits, je sais, sur la Grande Barrière de Corail en Australie, ils font des expériences où ils repeuplent les coraux. Oui, mais si l'eau reste aussi chaude et aussi acide, est-ce que ça va marcher ? Parce que j'ai entendu qu'on met des barrières de pneus, avec des pneus et des matériaux comme ça, pour reconstituer, on va dire, l'ossature, mais le polype, enfin la matière vivante, ne va pas c'est des solutions à court terme. Enfin, après, il faut sur le long terme... faire des actions plus Donc Olivia ne veut pas qu'on parle du 8e continent. Je vais en parler avec vous, François, quand même, il faut le mentionner. Vous parlez de la pollution. Ces vortex, ces continents de plastique, parce qu'il y en a plusieurs maintenant sur Terre. Il y en a un gros qu'on connaît qui est dans le Pacifique, mais... Alors en fait, personnellement, on appelle ça un continent. Non. D'ailleurs, si vous êtes sur place, vous ne voyez pas grand-chose. Parce que ce n'est pas un continent, vraiment. Ce sont des particules qui sont tellement fines, on voit très peu de gros débris. Par contre, quand on fait les prélèvements, on s'aperçoit effectivement que l'échelle de concentration, mais c'est dû au courant marin, que tout ce qui est dans l'océan, à un moment donné, se retrouve dans plusieurs endroits qui sont des concentrations de courant. Et donc forcément, on retrouve tous ces déchets. Mais... il y a l'importance des médias. Il y a une histoire qui est intéressante. Jean-Michel Cousteau, il y a plusieurs années, va faire un film sur les îles qui étaient au nord-est de Hawaï, qui s'appelle je ne sais plus comment. Et en fait, c'était un endroit où les humains n'allaient jamais, personne n'était installé. Et sur les îles, ils ont retrouvé des tonnes et des dizaines de tonnes de filets. Donc ils les ont enlevé des coraux, ils ont emmené des gens avec l'armée pour les enlever et les poser sur le pôle, parce que c'est pareil, c'est un endroit où il y avait une concentration. Et c'est là où il y avait des migrations ou des animaux, beaucoup d'oiseaux. Et ils ont trouvé de nombreux cadavres d'oiseaux qui, en fait, pour nourrir leurs petits, allaient se nourrir dans l'océan. Ils ramassent Et en fait, ce qu'ils ont trouvé dans leur ventre, dans leur estomac, ce sont des briquets,
des brosses à dents, Des bouchons de En bouteilles moyenne, en tas de choses plastique. comme ça En moyenne, qui je venaient crois de... que, en moyenne, c'était 10 à 15 morceaux de plastique par oiseau, par et qui estomac. venait de plus de 50 nationalités, c'est-à-dire que ça venait de France, des États-Unis, du Japon, ça venait de partout. Mais l'histoire qui est intéressante, c'est que la gouverneure de Hawaï, qui est plongeuse et qui est plongée avec Jean-Michel, a vu ça, elle a montré le film, et elle a réussi, pour faire court, à ce que Jean-Michel Cousteau soit invité à la Maison-Blanche avec George et Laura Bush. Donc, autant vous dire tout de suite que George Bush, c'était pas le meilleur ami de Jean-Michel Cousteau. Ça fait des années qu'ils essayent de faire des choses et que ça ne se passait pas. Bon, c'est comme ça. Mais quand George Bush, avec sa femme, a vu le film, et puis c'était un film qui allait plus loin que ça. Il y avait aussi la pêche des requins, des flottes taïwanaises qui venaient dans les eaux d'Hawaï. Il y avait pas mal de choses. Toujours est-il que George Bush a créé la plus grande réserve marine du monde à l'époque, hein, il y a une quinzaine d'années, alors que, contre toute attente, ils avaient essayé de faire ça avec Bill Clinton depuis des années, c'était jamais arrivé. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas pointer du doigt, parce qu'en réalité, tout le monde aurait misé sur le fait que ce soit Bill Clinton qui va créer cette fameuse réserve, parce que tout le monde l'a demandé depuis des années. Et ça ne s'est jamais passé. Et un jour, grâce à un document filmé, grâce à un documentaire, le président républicain de l'époque, qui était con, alors lui, l'écologie, il ne sait même pas ce que c'était, eh bien, c'est lui qui l'a créé. Peu importe les raisons pourquoi il l'a fait, le truc, c'est qu'il l'a fait et que... Ça existe. Hein. Et ça existe. Et elle a été augmentée aussi. L'année dernière, par Barack Obama, il l'a multipliée par 4. Donc c'est vraiment la plus grande aire protégée marine du monde. Et quand George Bush a dit... c'est quoi la plus grande réserve du monde? C'est la Grande Barrière de Corail. Il a dit, bon... Nous, on va faire mieux. On double. D'accord, d'accord. Peu importe. Réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire navigation interdite, ça veut dire protection. Est-ce que c'est comme l'île du Levant et Port-Cros-Porquerolles? Oui. C'est comme les parcs naturels, mais de l'océan. Pardon? C'est comme les réserves naturelles, mais de l'océan. Enfin, c'est ça, comme Port-Cros-Porquerolles et l'île du Levant en France, on en a une qui est magnifique d'ailleurs, parce que quand on plonge... Oui, alors là, sauf qu'elle est toute petite. Là, le problème de ces protected areas, c'est que ces zones protégées, c'est que là, on parle de milliers de kilomètres carrés. Donc, le problème, c'est la surveillance. Comment on fait pour appliquer la loi qu'on vient de créer? Donc là, il faut des budgets. Donc, quand on crée une aire protégée, marine protégée, il faut aussi voter les budgets pour avoir les bateaux de surveillance et des gens qui vont aller sur le terrain pour faire respecter. La plupart de ces zones, on n'a pas le droit de pêcher, ou alors de pêcher selon, par exemple, ce sont les locaux qui ont le droit de pêcher pour qu'ils puissent manger sur l'île, où il y a toutes des règles, chaque zone a ses règles un peu différentes, mais globalement, on dit, on arrête tout ici, et chaque fois qu'on fait ça, on s'aperçoit, c'était le cas de Port-Cros, on s'aperçoit que les animaux reviennent, la nature revient, l'océan is forgiving, l'océan pardonne. Et c'est ce qui est dit dans le film. Si on fait ce qu'il faut aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Alors, comment fait-on pour surveiller? Moi, je vais juste mentionner une initiative qui a existé. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais ça a été mis en œuvre. Je pense que ça existe encore. Nouvelle-Zélande. C'était une femme première ministre de Nouvelle-Zélande qui... parce que c'était la première fois qu'il y avait une femme chef de l'État. Et elle a décidé de plus d'armée, plus de budget d'achat d'avions, d'armes, etc. Et on se retrouvait avec des bateaux fabuleux, tout un personnel extraordinaire, extrêmement qualifié, des avions et tout un matériel. Et ils ont décidé de mettre tout ça au service de la protection de l'environnement. Ce dont la Nouvelle-Zélande avait extrêmement besoin, parce que toute l'Asie du Sud-Est ayant totalement ravagé toutes ces réserves halieutiques, descendait de plus en plus et venait piquer le poisson de la Nouvelle-Zélande. Donc c'était les avions
ex-avions de guerre et ex-marine de guerre qui étaient là pour empêcher les pêcheurs de l'Asie du Sud-Est, enfin les pros, les industriels, de venir ravager la Nouvelle-Zélande. Donc voilà, j'ai la solution. Eh ben, les Américains arrêtent l'armée. Demandez à Donald. Voilà. Hein, on dit aux Américains qu'il faut transformer toute l'armée américaine en protection de l'environnement. Je suis sûr qu'il va aimer l'idée. Je pense que ça va marcher. Problème résolu. Non mais sérieusement, ça existe. Le Costa Rica a déjà fait ça aussi. Hein, oui, mais enfin, ils sont protégés par l'ONU, bah, d'accord. Ils ont des armées qui sont ridicules, quoi. La Nouvelle-Zélande... Oui, mais il vaut mieux qu'ils l'utilisent à faire ça, du coup. Mais ils achetaient des avions, ils achetaient des bateaux, ils achetaient des bombes. C'est parfait. Mais là, c'est une conversion possible, parce que de toute façon, si on voulait envahir la Nouvelle-Zélande, il fallait 3 bateaux, quoi. Donc là, il n'y a aucun problème. Je pense que c'est très bien, c'est super positif. Mais vous êtes tout... Oui, hein, mais ils peuvent prendre une partie de leur flotte. Mais les Américains, quand ils ont fait la flotte à Hawaï, ils ont mis des bateaux. Ils ont voté des budgets. Récemment, il y a eu aussi, c'est un combat depuis longtemps entre les Galapagos, les îles Cocos et Malpelo. C'est le triangle où on a filmé des bancs de 500 requins-marteaux dans un autre film qui étaient pêchés par les pêcheurs taïwanais parce que comme ils sont en banc, eh ben, on met des filets, c'est facile. Et c'était interdit, mais pas enforced, pas contrôlé. Et donc, ce qu'ils ont fait il y a 5 ans, ils se sont mis d'accord entre la Colombie, l'Équateur et donc le Costa Rica pour faire une zone protégée avec un budget pour qu'il y ait des bateaux militaires qui croisent dans le coin pour que si les pêcheurs taïwanais venaient, parce qu'il faut savoir que là-bas c'est organisé, il y a le bateau amiral, les pêcheurs ont des hélicoptères pour aller chercher et voir où est-ce qu'ils vont pêcher. Après ils envoient des plus petits bateaux qui dépassent les limites là où c'est interdit. Et c'est ceux-là qui vont venir, avec leurs filets, ramasser les requins-marteaux. Nos chiens, on a été poursuivis par eux, donc on sait qu'ils ne nous aimaient pas. Donc. Non, c'était juste une idée de reconversion de toutes les armées et les budgets militaires de toute la planète Terre. Hein. Ça serait pas mal, hein, ça serait pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien. Voilà. Oui, je pense que c'est une excellente idée. Donc, ça a été tenté par M. Raoul Follereau, qui avait dit à tous les pays du monde donnez-moi le prix d'un chasseur de guerre, un chasseur militaire, un avion militaire, et je guérirai la planète de la lèpre. Et ça n'a jamais marché. Or, je pense que chaque pays aurait pu donner le coup d'un avion. Donc, je vous remercie encore pour ce film qu'on va soutenir. Donc, je vais répondre à la dame. Oui, on peut apprivoiser des animaux dans la mer. Moi, j'étais 100 fois à Tahiti et j'avais apprivoisé à un moment, justement, des octopus, enfin, qui jouent à cache-cache. Les pieuvres. Voilà. Ah, la pieuvre est franchement, quelque chose d'exceptionnel. Très attachante, quand même, hein. très attachante et très complice. Et j'ai donc décidé de ne plus jamais tuer un animal dans la mer, parce que comme il a l'intelligence de jouer avec moi, pourquoi je dominerai avec un outil, une arme, la vie de cet animal. Donc du coup, je suis conquis à vos thèses. Hein. Moi, j'ai été très très touché, notamment de la partie où vous nous montrez l'horreur de la mort du lagon. Parce que moi, j'ai vu ça beaucoup aussi. Et à Tahiti, où vous avez raison, on cultive maintenant des coraux, ils font une route de contournement, etc. Et toute la terre est déversée et finalement on finit par tuer quand même les coraux entre le réchauffement climatique et puis tout ce qui se passe. Alors, je voudrais dire une dernière phrase, moi, qui me touche. Hein. Merci à vous. Merci à nous qui sommes là. Parce que quelqu'un de plus intelligent que moi a dit, si on n'est pas capable de se serrer les coudes, de créer du lien et d'être heureux comme des frères sur la terre, on mourra comme des idiots. Et je peux vous dire qu'une chose, si on meurt comme des idiots, la planète sera gagnante. C'est Martin Luther King. Ben, merci de le rappeler. Donc il faut tous se battre aujourd'hui, grâce à l'atmosphère et à vous, pour se serrer les coudes, créer du lien et changer nous-mêmes, hein, rien attendre des autres. Si on ne le fait pas, eh bien, la Terre sera plus heureuse sans nous. Pour François, merci. Pour François et Olivia, le lien, c'est le fil rouge du Festival Atmosphère, de cette édition du Festival Atmosphère. Ce n'est pas le cas tous les ans, mais c'est le lien. Donc on est, comme par hasard, on y est revenu beaucoup. Il y a eu beaucoup de questionnements autour de tout ça. Et ce que monsieur vient de mentionner est sorti de beaucoup de nos débats après-film. Je dois le dire, ça s'accompagne d'un certain désenchantement, on va dire, ou découragement,
je pourrais dire même une grosse colère, hein, contre... il y a pas mal de domaines dans lesquels les nouvelles sont franchement mauvaises, hein, François, franchement mauvaises. On a fait les perturbateurs endocriniens, l'amiante, et des trucs comme ça. Bon, tout ce qui est décideur, que ce soit les gros industriels, les politiques, etc., il semble qu'il y ait quand même un gros recul, une grosse régression. Et ce qui est sorti des débats, des tables rondes, est toujours revenu à ça. Oui, mais nous, ensemble, on peut... Il faut qu'on se mette ensemble et il faut qu'on soit ensemble au moins pour tenir le coup. C'est le but du film. Ce matin, c'était sur les graines. Les graines, les semences, le problème des semences. S'il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien à manger sur Terre. Hein. Et c'est ça qui a émergé également. C'est ce côté réseau, solidarité, communauté. Ça rejoint ce que disait monsieur. C'est nous, en fait, finalement, c'est peut-être nous qui devons faire la différence. Hein. Mais c'est l'opinion publique qui peut faire changer les choses. Parce que la réalité, c'est que des politiques sont élus quelque part par des gens qui ont envie de certaines choses. Et l'opinion publique, on a pu le voir de nombreuses fois, c'est eux qui font changer nos gouvernants et nos décideurs. Et c'est pas simplement les gouvernements, c'est aussi les entreprises. Les entreprises, les industriels qui ont des... Quand je dis qu'on ne pointe pas du doigt, par exemple, on va parler de Total. Alors Total, on dit oui, Total, c'est un pétrolier. Bon, ok, mais Total, tous les gens qui étaient dans ce cinéma, la plupart, en tous les cas, ils ont une voiture. Le dimanche, ils ont envie de partir, ils vont à la pompe à essence, ils mettent de l'essence Total. Bon, on en a besoin. On ne va pas faire disparaître Total du jour au lendemain. Mais ça va évoluer. On va peut-être pouvoir... Les voitures électriques, elles sont trop chères aujourd'hui. Quand elles seront abordables, ben, on sera électrique. Les gens ne sont pas fous. D'ailleurs, aujourd'hui, si les voitures électriques étaient moins chères que les autres, on achèterait tous des voitures électriques. Ça, c'est un détail. Mais je pense qu'aujourd'hui, les choses peuvent évoluer grâce à l'opinion publique. Et Total est en train de devenir un des acteurs principaux des énergies nouvelles et renouvelables. Donc, c'est important parce que toutes les entreprises ont besoin aujourd'hui d'avoir une image verte parce que le public veut des entreprises avec une image verte. Du coup, vous voyez... Ça, c'est l'image, hein. Mais on s'en fout. Parle du réel. On s'en fout parce que l'image leur implique de changer leurs habitudes et leurs produits. Parce que le public veut des produits différents. Vous parliez de on ne peut pas faire disparaître Total. La question qui a surgi, là je vous fais un petit peu un concentré, enfin un résumé et résultat du Festival Atmosphère de cette année, puisqu'on est quasiment terminé. La question n'est pas de faire disparaître Total du tout, mais que des groupes comme Total, et tous ces gens-là qui sont très 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 utiles, extrêmement nécessaires, l'industrie c'est nécessaire, puissent suivre au moins cette règle qui serait de ne pas nuire, hein, ou au moins de tendre vers le fait de ne pas nuire. À tout à l'heure, 17h30 au centre événementiel. Vaste débat. Oui. Ce que je veux dire, c'est que la puissance de l'opinion publique, aujourd'hui, sont les communautés, c'est l'opinion publique qui fera changer les choses, pas les gouvernants qui sont coincés dans des problèmes. Ils sont tiraillés à gauche, à droite, les lobbies, etc. C'est nous qui allons faire changer les choses. Si on veut sauver l'océan, ça viendra de nous. Et en final, ça impliquera que les gouvernements changent et fassent des lois différentes. Et Arnold, par exemple, lui, quand il parle de ça, il dit il n'y a pas d'air républicain, il n'y a pas d'air démocrate. Hein, c'est le même, on respire tous le même. Donc il faut tous travailler ensemble pour faire que les choses changent. C'est à peu près ça a été la conclusion d'à peu près tout ce que j'ai vu comme débat cette semaine au Festival Atmosphère. Bon, je crois qu'on va pouvoir conclure là-dessus et merci d'abord pour le moment, vraiment un moment enchanteur. Hein. Voir ce film, c'est un moment enchanteur. Moi, j'ai eu du mal à en sortir tellement j'étais... C'est ça, il est trop beau. Merci. Déjà le moment enchanteur, mais aussi la réflexion à laquelle ça amène. Et puis comment ça nous rassemble et comment ça nous réunit. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.